Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Dans votre chronique Un autre regard cette semaine, vous nous parlez budget. Alors que nous attendons toujours d'en savoir plus sur le budget de Sébastien Lecornu, vous nous découragez directement en affirmant que tout cela ne réglera rien du tout. Aude, c'est vrai que vous avez raison. Pour l'instant, nous n'avons pas le budget de Sébastien Lecornu. Et notre Premier ministre se trouve dans une situation qui est complexe. Il doit tenir d'accord une majorité qui est disparate, avec d'un côté la droite qui avait déjà des positions fermes et qui s'est plutôt raidie suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, et puis la gauche qui n'en démord pas quant à ses ambitions fiscales. Donc il va retrouver un texte qui accorde tout le monde, chapeau bas s'il y arrive. Le Premier ministre a donné quelques premières indications à la fin de la semaine dernière dans Le Parisien sur cette future loi de finances, qui sera présentée par des ministres qu'on attend de connaître, puisque nous n'avons toujours pas le gouvernement. À vrai dire, ça reste très flou. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura moins d'économies que de ce que prévoyait François Bayrou. Il a annoncé notamment des augmentations de dépenses sur la retraite et la santé. Il y aura peut-être une mesure fiscale pour les plus aisés, mais pas de taxe Zuckman. Donc il reste encore beaucoup à découvrir de ce texte, mais on voit grosso modo les idées. Ça devrait ressembler à la copie qu'avait annoncé François Bayrou en plus doux. Le Premier ministre a déjà annoncé que le déficit serait réduit. Oui, ça serait haut. Il table sur un déficit de 4,8% pour 2026. Pour François Bayrou, c'était 4,4%. Donc on voit que l'effort est un peu moins grand. De toute façon, il allait évidemment pas faire plus que François Bayrou, compte tenu de toute la révolte qui a abouti à la chute du gouvernement précédent. À vrai dire, s'il arrive à faire passer un texte avec un tel déficit, qui permettrait de stabiliser la dette, si en effet il parvient à écarter complètement la taxe Zuckman ou toute idée de taxer le patrimoine, si ce qu'il affirme, il ne détricote pas la réforme des retraites, qui est très attendue des marchés, franchement, on pourra se dire que c'est déjà pas si mal s'il arrive à faire voter un tel texte, ce qui, à mon sens, n'est pas du tout gagné. Et au pire, vous savez, si le gouvernement tombe et qu'on se dirige vers une dissolution, évidemment ce qui prendrait plusieurs mois sans doute, puisque le gouvernement a priori ne tomberait pas tout de suite, on va commencer les discussions sur le budget, dans ces cas-là, sans doute que début 2026, le budget de 2025 sera prolongé. Et au fond, ça n'effraie pas plus que ça les marchés, une telle hypothèse, parce qu'en fait, tout simplement, ça rognerait mécaniquement dans les dépenses de l'État, ce qui effraierait vraiment les investisseurs. Par contre, je crois, ce serait des signaux forts d'un rétropédalage sur l'orientation du budget. Ce serait par exemple une taxe Zuckman mal calibrée, ou, je pense pire pour les investisseurs, un rétropédalage sur la réforme des retraites. Donc, au mieux, et c'est déjà pas si mal s'il y arrive, Sébastien Lecornu va réussir à stabiliser les déséquilibres du pays. En revanche, il ne pourra absolument pas, dans ce budget 2026, s'attaquer aux grands blocages qui paralysent l'économie française. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont ces blocages ? Évidemment, c'est subjectif. Chacun voit les blocages en bas de chez lui. Écoutez, comme c'est une chronique, je me permets d'assumer tout à fait d'être subjective. Personnellement, j'en vois 3. Pour moi, le premier grand blocage français aujourd'hui, c'est la faiblesse des revenus issus du travail. Entre 1996 et 2023, selon l'INSEE, le salaire net moyen des salariés du secteur privé a progressé de 13%. 13% corrigé de l'inflation, ce qui revient à 0,5% par an en moyenne. Vous savez qu'à rythme comme ça, aujourd'hui, le salarié moyen peut doubler de niveau de vie en 80 ans. Il y a encore 50 ans, c'était en 15 ans. Donc on voit bien que la projection des salariés, les rêves de progrès dans l'échelle sociale sont aujourd'hui très complexes, ce qui explique une partie ce rapport conflictuel des Français au travail. Et donc, pour redonner de l'essor aux rémunérations à court terme, vous pouvez faire un jeu de bonne taux. Vous prenez les taxes et vous les mettez sur une autre sphère de l'économie. Certains préconisent la consommation, avec la TVA sociale, d'autres l'héritage, donc de taxer plus l'héritage pour libérer le travail. Mais ça, dans tous les cas, évidemment, vous ne réglez qu'à court terme le problème. Si vous voulez vraiment alléger les charges de manière structurelle, il n'y a d'autre choix que s'atteler à une réforme des missions publiques, et notamment, à mon sens, de l'État-providence. Alors, il y a un deuxième blocage, Aude, qui pour moi est très important dans l'état d'esprit aujourd'hui des Français, c'est celui de l'immobilier. Et c'est un blocage qui est d'autant plus essentiel qu'il ne concerne que les plus jeunes. Les générations plus âgées sont beaucoup plus propriétaires que les plus jeunes. Donc, depuis 2000, selon les travaux de l'économiste Hippolyte Albi, le pouvoir d'achat immobilier, soit le revenu disponible brut divisé par la moyenne des prix immobiliers à l'achat, a quasiment été divisé par 2 en France. Alors cela joue sur la capacité des plus jeunes à acquérir un bien, à se loger. Et puis par ricochet, évidemment, ça joue sur les questions de fécondité, parce que comment loger une famille de 2 ou 3 enfants si vous ne pouvez rester que dans un appartement très petit ? Et quel est le troisième chantier ? Le troisième chantier, je pense évidemment, il faut se tourner du côté de l'offre. J'ai été ahuri par les débats économiques en France ces derniers mois, les débats sur la taxe Zuckman. Pourquoi pas Comment penser que le sujet aujourd'hui en France, c'est le sujet de la taxation des milliardaires ? Pour moi, le sujet, c'est évidemment celui de l'innovation.
de l'adaptation de la France à la nouvelle révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle, ce qui permettra une réindustrialisation du pays. Et on voit qu'Emmanuel Macron a essayé de s'attaquer à ce côté de l'offre. Il a annoncé beaucoup de grands plans d'investissement. Mais bon, si on se compare avec ce qui se passe en Chine ou aux États-Unis, le combat notamment sur l'intelligence artificielle, il n'est pas perdu, il ne faut pas être défaitiste, mais il n'est pas encore tout à fait gagné. Vraiment, le grand sujet du prochain budget sera de favoriser autant que possible l'investissement des entreprises dans ce sens de l'innovation pour permettre une réindustrialisation du pays. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur Figaro Radio, sur le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.